Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la matinale sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé ce mercredi au Palais de la Présidence de la République au plateau un conseil des ministres. Au nombre donc de mesures adoptées, un décret pour la formation continue des fonctionnaires de l'État. Ce décret qui prolonge la durée de la formation à long terme du congé professionnel va donc permettre d'offrir diverses opportunités d'amélioration de compétences aux fonctionnaires et la possibilité de poursuivre des projets personnels liés à leur activité professionnelle. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo. C'est une nouvelle qui pourrait en réjouir plus d'un. Ce décret annoncé ce mercredi en Conseil des ministres pour organiser la formation continue des fonctionnaires. Il va prolonger de 6 années la durée maximale de formation à long terme et le congé professionnel. Plus inclusif que l'ancien dispositif, ce décret introduit diverses innovations en vue de redynamiser la formation continue et d'offrir à tous les fonctionnaires et agents de l'État, sans restriction, des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. Il prolonge notamment la durée maximale de la formation continue de longue durée ainsi que celle du congé de formation professionnelle à 6 ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent afin de lui permettre de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles. Il institue, en outre, la validation des acquis de l'expérience avec pour objectif de valoriser les compétences métiers dans l'administration publique et d'améliorer les performances du service public. Les forces ivoiriennes, elles bénéficient de la ratification de 2 accords de coopération avec la Turquie dans les domaines de la formation technique et scientifique, objectif, améliorer leur interopérabilité. Cet accord d'intérêt stratégique permettra à nos forces armées de bénéficier de l'expérience de la République de Turquie en matière d'industrie de la défense, de médecine militaire, de systèmes électroniques de l'information militaire, ainsi qu'en matière d'opérations autres que la guerre, telles que les opérations de maintien de la paix et d'aide humanitaire. Autre point clé abordé, celui de la sécurité alimentaire. La filière manioc va voir sa chaîne de valeur redynamisée. Elle bénéficiera de fonds liés à la ratification d'accords financiers avec la Banque islamique de développement. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de rendre plus dynamique la chaîne de valeur du manioc allant de la production à la transformation et à la commercialisation des produits du manioc en vue de créer davantage d'opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, et d'accroître les revenus des ménages œuvrant dans la filière du manioc. Sujet de satisfaction, les bons points de la Côte d'Ivoire à la faveur des réunions du FMI et de la Banque mondiale. Réunions qui ont mis en avant la nécessité de politiques économiques prudentes face aux incertitudes mondiales et reconnu les progrès ivoiriens en matière de gestion financière, de lutte contre le blanchiment et d'efforts antiterroristes. Le pays se mobilise d'ailleurs pour la candidature de son expert au Comité des droits de l'homme des Nations Unies et vient de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La ratification de cette convention permettra de réaffirmer l'engagement de notre pays exprimé dans la Constitution, de promouvoir et de protéger toutes les catégories de droits de l'homme et de consolider spécifiquement les droits des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil indique la modification de l'article 51 du Code électoral sur le parrainage des candidatures. Cette mesure vise à éviter une augmentation du nombre de circonscriptions administratives où les parrainages seraient requis en raison de l'augmentation du nombre de districts autonomes de 2 à 14 par l'effet du décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021 portant création de 12 districts autonomes. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de rappeler l'accès gratuit aux soins de santé pour les travailleurs du secteur informel, ce détenteur de la CMU du 1er au 31 août.
Il annonce pour juillet prochain la tenue du forum Ivoire Tech 2025 qui entend stimuler l'innovation locale en soutenant les acteurs des secteurs en pleine croissance de la fintech, de l'agritech, de l'e-commerce et des technologies de l'information et de la communication. Le Conseil a pour finir noté la participation du vice-président de la République à l'investiture du nouveau président gabonais le 3 mai dernier à Libreville. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, continue sa visite de travail au Caire en Égypte. Elle s'est rendue à Cairo, où la ville nouvelle, une capitale administrative dont le projet a été lancé en 2018 et est une réalité aujourd'hui. Sur place, elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, à qui elle a remis un message du chef de l'État Alassane Ouattara pour son homologue Mohamed Abdul Fattah al-Sisi, envoyé spécial au Caire, la capitale égyptienne, Kader Sogodogo. Voici le miracle égyptien. Réussi à faire sortir du désert une ville nouvelle pour répondre aux problèmes de surpeuplement du Caire. Le projet New Cairo, démarré en 2016, a aujourd'hui fière allure. Khaled Mahmoud Abbas, celui en qui le président égyptien Mohamed Abdul Fattah al-Sisi a placé toute sa confiance pour réaliser le projet, reçoit dans son quartier général la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, en visite de travail. Comment ne pas s'émerveiller devant tant de prouesses? 50 000 fonctionnaires étatiques travaillent dans la nouvelle capitale et y viennent quotidiennement. Également le Parlement avec ses deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, qui ont de réunions dans ce palais présidentiel. Depuis un an, tout le gouvernement, tout le ministère et également le Premier ministre travaillent à la nouvelle capitale. En 3 ans, nous ciblons à peu près 500 000 habitants. La Côte d'Ivoire pourra compter sur l'expertise égyptienne. Voir ce nouveau modèle de construction de nouvelles villes, un modèle que nous, ici, membres de la délégation, nous voyons pour la première fois en Afrique, réalisé par des Africains. Nous ne pouvons qu'être fiers. Félicitations, Monsieur le Président, pour ce modèle. Un modèle qui pourra répondre efficacement à tous les problèmes qui se posent à toutes les grandes villes, les grandes capitales africaines. New Cairo, où la nouvelle capitale abritera également les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat a remis au nom du pays le 2e chèque relatif à l'acquisition. Le Premier ministre et son gouvernement sont déjà installés dans la nouvelle capitale. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son cabinet Kandia Kamisoko Kamara, porteuse d'un message de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue égyptien Mohamed Abdul Fattah al-Sisi. Retour en Côte d'Ivoire où en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est ouvert à Abidjan le 13e congrès de l'Association des services publics d'emploi. Et ce rendez-vous, il faut le souligner, d'Abidjan, débuté le 5 mai, a réuni plus de 150 délégués autour des questions d'employabilité des jeunes, mais surtout des nouvelles opportunités autour des questions d'accès à l'emploi des jeunes dans le monde. Occasion aussi pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience. C'était en présence de Franck Wadio. Le 13e congrès de l'Association mondiale des services publics d'emploi ouvert officiellement ce mercredi. Depuis le 5 mai, Abidjan abrite l'événement de 4 jours. Plus de 150 délégations participent aux réflexions sur l'employabilité et l'autonomisation des jeunes dans le monde. Vous serez notamment amené à vous interroger sur les moyens d'anticiper et de maîtriser l'impact donc des mutations démographiques sur l'emploi et les compétences. Les mécanismes d'accompagnement de l'émergence des économies vertes, numériques et solidaires dans une logique d'inclusion sociale. Un marché de l'emploi moderne, la Côte d'Ivoire s'est inscrite avec ses réformes dans cette dynamique. Ces réflexions trouvent un écho particulier dans la vision stratégique du gouvernement ivoirien. Parmi ces instruments figure un large éventail d'interventions articulées autour de 3 axes stratégiques. En matière d'emploi salarié, il s'agit de favoriser l'accès des jeunes au monde professionnel à travers des placements directs en entreprise. 2. En matière de développement de compétences,
l'accent est mis sur la formulation de programmes de formation de reconversion et de réqualification. Au nom du Premier ministre Robert Begré-Bambé, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale engage et confirme la volonté de l'État ivoirien. Les conclusions des travaux de ces assises d'Abidjan sont attendues. Les défis sont certes immenses, mais les opportunités le sont tout autant si nous savons conjuguer nos efforts, mutualiser nos expériences et surtout innover ensemble. C'est justement pour favoriser cette mutualisation des expériences que la Côte d'Ivoire a répondu positivement à la demande de l'Association africaine des services publics d'emploi d'abriter le siège de l'Académie régionale des services publics d'emploi. À ce 13e congrès de l'Association mondiale des services publics d'emploi, une nouvelle présidente a été élue pour 3 ans. Il s'agit de la Slovène Barbos Kerbic Greta Metka et la Côte d'Ivoire désignée à la vice-présidence pour l'Afrique de l'Ouest. Une activité qui s'est tenue aussi en présence du ministre de la Jeunesse. Et c'est lors du soir au Vatican, le conclave pour désigner le 126e pape a débuté hier mercredi 7 mai. Et la première fumée noire s'est échappée. Pas de pape élu. Les cardinaux électeurs coupés du reste du monde poursuivent donc leur conclave jusqu'à élire le successeur du pape François. Ils sont donc 133, dont 17 Africains, parmi eux 2 Ivoiriens. Il s'agit des cardinaux Ignace Bessi-Dobo et Jean-Pierre Coutois, grâce à Kando. Prions pour que l'Esprit Saint, qui nous a donné au cours des 100 dernières années une série de pontifes vraiment saints et grands, nous donne un nouveau pape selon le cœur de Dieu, pour le bien de l'Église et de l'humanité. C'est l'un des temps forts de la messe annonçant l'ouverture du conclave, à l'issue duquel le prochain pape sera désigné. Membre du collège électoral composé des 133 cardinaux, le prélat entretient l'espoir que le futur souverain pontife va assurer la continuité. Père Landry Baka, expert en droit canonique, apporte un éclairage sur le processus électoral. Tous les électeurs sont candidats. Ils sont aussi les observateurs de l'élection, ils sont aussi la Cour constitutionnelle pour souligner cette dimension spirituelle de cet événement qui est totalement imprégné de prière. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a des invocations au Seigneur, au Saint-Esprit, afin d'être éclairés pour désigner le nouveau pasteur de l'Église selon le cœur de Dieu. Ils ont consacré les dernières réunions à décrire une sorte de portrait robot du futur pape. En plus aussi de lui proposer une sorte de feuille de route aussi pour sa mission. De telle sorte que peut-être il y a des têtes, disons, qui émergent, qui correspondent à cette personnalité-là qui a été décrite, ces capacités qui sont recherchées, vu les défis auxquels l'Église va faire face de nos jours. Les cardinaux Jean-Pierre Coutois et Ignace Bessi font partie des 133 cardinaux en conclave au Vatican. La Côte d'Ivoire et toute la communauté catholique les accompagnent de leurs prières. C'est vraiment déjà un moment historique parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est représentée, disons, à un conclave par 2 cardinaux. La première fois, c'était après la mort du pape Jean-Paul II, Monseigneur Bernard Agré, qui a été donc le premier cardinal ivoirien à participer à un conclave. Maintenant, on en a 2. Tous les électeurs sont aussi des potentiels papes, donc il n'est pas exclu. Évidemment, ce serait une grande joie pour nous, une grande fierté. Mais j'insiste sur le fait que, au-delà de ces préférences-là, les critères qui sont utilisés ne sont pas des critères géopolitiques ou identitaires ou nationaux ou raciaux, etc. Mais il s'agit de trouver la personne sainte qui puisse porter le message de l'Évangile aujourd'hui. L'Église, au nom de son universalité, fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Un vaste chantier qui attend le nouveau pape. Il y a toute la question du dialogue interreligieux qui est important. Les cardinaux, dans leur congrégation générale, ont souligné aussi le monde, disons, digital dans lequel nous sommes. Il y a toutes les questions également internes à l'Église, au niveau de l'organisation de la gouvernance. Et puis il y a surtout l'évangélisation. Parce que l'Église, c'est l'instrument dont se sert Dieu pour continuer de donner cette bonne nouvelle. C'est vraiment le cœur même de la mission du pape, contribuer à continuer cette évangélisation du monde dans lequel nous sommes. Le nouveau pape sera le 267e souverain pontife,
C'est dans la chapelle Sistine au Vatican qu'il revêtira pour la première fois sa soutane papale. Et puis terminons hors de nos frontières ou au Mali, face à la contestation, le président malien de transition, le général Assimi Goïta, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques. Et cette mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant des caractères politiques. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h30. Mais tout à l'heure à 7h, suivez l'émission Matin Bonheur en compagnie de Thierry Angeval et sa dynamique équipe, toujours sur RTI1.